initiée, je dirais, par un article du Monde, le 20 juin 2000. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Canal Algérie. Ce soir, un rendez-vous spécial, un entretien avec un nom qui est intimement lié à la levée de deux tabous en France. Le premier étant la torture et le deuxième, le viol comme arme de guerre pendant la guerre de libération nationale. Son nom est également lié à des procès retentissants, celui de Jean-Marie Le Pen. Elle l'a gagné, y compris en appel. Florence Bauger, bonsoir. Bonsoir. D'abord, je vous remercie de nous faire cet honneur. On apprécie énormément le fait que vous soyez avec nous Merci ce de soir. m'accueillir. Alors, vous venez de rééditer un livre qui a fait beaucoup de bruit en son temps, il y a presque une vingtaine d'années maintenant. Algérie, une guerre sans gloire. Et là, c'est l'histoire de cette enquête. D'abord, pourquoi avoir choisi aujourd'hui de revenir et de raconter comment vous êtes arrivé à écrire le premier livre qui a été à l'origine quand même de beaucoup de scandales en France, entre guillemets, médiatiques, puisque l'opinion publique française était presque ignorante de ce qu'était la torture en Algérie. Ce livre, il raconte en fait le retour de mémoire des années 2000, qui a été un phénomène assez marquant dans l'histoire. Il a été, il a été initié, je dirais, par un article du Monde, le 20 juin 2000, l'histoire d'une femme, Louisa Thierry-Larize, qui disait qu'elle cherchait son sauveur, qui l'avait sorti des griffes de Massu et Bijard au siège de la 10e division parachutiste à Alger au troisième trimestre de 1957. Et j'ai écrit cette histoire et elle a fait un scandale parce que Massu et Bijard étaient impliqués dans le récit et Le Monde les a publiés sans qu'on les ait interviewés. Donc Bijard a dit aussitôt qu'il allait faire un procès et qu'il allait mettre Le Monde à genoux. Et Massu, contre toute attente, lui a validé mon histoire. Mais ça a été tellement loin que je venais d'entrer au Monde. J'étais entrée au Monde en janvier 2000 et en juin 2000, quand l'histoire de Louisette est sortie à la une, à l'intérieur de mon propre journal, on m'a reproché cette histoire en me disant qu'elle n'était pas possible. Laisser entendre que Massu et Bijard étaient au courant des viols, qu'on violait au siège de la 10e DP et tout ça, bien que je n'avais pas prononcé le mot viol dans l'article, ça a été tellement violent que j'ai donné ma démission. C'est-à-dire, je venais d'entrer au Monde, c'était le rêve de ma vie de journaliste, et 6 mois plus tard, j'ai dit à Plenel, je m'en vais. Mais je me souviens très bien de mon expression, on s'était disputé lui ou moi, lui me disant t'as fait une faute professionnelle en faisant sortir en nous donnant à publier un article unilatéral où il n'y a pas le contrepoint des personnes qui sont accusées. Et moi lui disant, me défendant, en lui disant mais moi je pensais qu'il y avait un rédacteur en chef et un directeur de l'information qui pouvaient quand même arrêter le papier. On n'était pas obligé de le Publié, puisque vous publier proposez... le lendemain du jour où je l'ai écrit, à la fin d'une visite de Bouteflika à Paris. Donc la scène a été assez violente et donc je lui ai dit écoute, je peux pas rester dans un endroit où on me manifeste un tel mépris, donc je te donne ma démission. Mais je repartirai demain en Algérie et des Louisettes, je te ramènerai par dizaines. Et en fait, il m'a dit non, tu vas aller faire une interview de Massu et Bijard que tu as mis en cause dans cet article et ça sera ta punition. Ça a ranimé notre dispute parce que j'ai trouvé ça insupportable que ce soit ma punition. Cela dit, Plenel n'avait pas tort. Le contradictoire est quelque chose d'impératif. Oui, L'article avait été publié un peu vite. J'estimais que ce n'était pas de ma faute. Lui estimait que j'avais fait une faute professionnelle. Mais je pense qu'aucun de nous deux n'avait vraiment tort. Et puis lui, il voyait les choses du point de vue de son journal. Et pour lui, c'était dramatique, quoi. Un procès avec Le Monde, avec la réputation qu'il avait... et puis Bijard avait promis de nous mettre à genoux. Et donc j'ai été faire une interview de Massu, et là Massu, contre toute attente, m'a dit mais l'histoire de votre ami est vraie et je connais le nom de ce sauveur. Il s'appelle, c'était un de mes meilleurs amis, c'était le médecin militaire de la 10e DP. Il s'appelait Francis Richaud. Il est mort il y a 2 ans. Donc c'est par Massu que j'ai appris le nom, enfin le sort et la fonction de celui qui l'avait sauvé en la faisant
sortir du siège de la 10e DP et en la mettant à l'hôpital, puis en prison, pour qu'elle cesse d'être interrogée par un certain capitaine Graziani. Justement, dans ce livre, vous commencez dès le premier chapitre, ce livre et ces rencontres, notamment avec ces généraux, on reviendra là-dessus. On fait partie également, vous lui avez aussi consacré un chapitre, mais vous démarrez d'emblée votre livre par un chapitre sur Louisette et Sur Relhaliz. Louisette, c'est Voilà. le point de départ. C'est Exactement. le catalyseur du retour de mémoire des années 2000. À ce moment-là, est-ce que vous pensiez que Louisette, son récit, la guerre de libération nationale algérienne, ces scandales, finalement vus de ce côté de la mise en œuvre, parce que pour nous, les Algériens, le récit des tortures était un récit familier. Exactement. Est-ce que vous pensiez à cette époque que ce récit allait vous happer tout au long de ces œuvres? Ça fait 20 ans presque. Absolument. Enfin, mon enquête a duré 6 ans. Non, je ne pensais pas, mais j'avais eu quand même un avant-goût. J'avais été envoyée en Algérie en reportage à Batna dans les Aurès en 1991, juste avant le début de la guerre civile, de la décennie noire. Et là, j'étais envoyée par Le Monde diplomatique. Et c'était un reportage difficile parce que l'ambiance était très très tendue entre les pour et les contre, le fils et tout ça, faire parler les gens, ça avait été très dur. Et j'avais été émue et sidérée d'entendre les gens me parler tout le temps de la guerre. Là, à l'époque, ils parlaient de la guerre de libération pour vous. Et ils en parlaient sans haine, mais les récits qu'ils m'en faisaient m'avaient absolument saisi. On m'avait raconté des scènes hallucinantes de prisonniers sur lesquels qu'on avait jeté dans un brasier, ou un autre, on lui avait mis une ceinture de plomb rougie au feu, et ses entrailles qui s'étaient vidées d'un seul coup. J'avais été suffoquée, parce que là, moi, je découvrais, je ne savais pas tout ça. Ce qui fait que rentrer en France, j'ai écrit mon reportage pour Le Monde Diplo, et l'angle, c'était plutôt le début de la décennie noire qui allait éclater, puisque la guerre civile a éclaté 3 semaines après ce reportage. Mais j'ai mis quand même un paragraphe sur ce que j'avais appris, parce que je l'avais appris, de la première guerre, la guerre d'indépendance, en me disant, il faudra que je creuse ça, parce que moi-même, je l'ignore, et dans mes livres d'école, quand j'étais ado, eh ben, je ne l'ai pas appris. Et j'ai lu un livre qui a été pour moi un choc, un révélateur, c'était La question de Henri Alleg, le journaliste de Alger Republica. Et là, j'ai trouvé, il y avait tellement, ce récit était tellement puissant, il y avait une telle force. Oui, sur la torture, ça a été... Le fond et la forme, et j'aimais bien cette façon qu'il avait de dire, j'écris pas pour moi, ce serait indécent, j'écris pour tous ceux, les Algériens que j'ai entendus hurler pendant des jours et des nuits autour de moi dans ma cellule. J'ai trouvé ce livre un chef-d'œuvre. Mais à partir de ce moment, je tiens à rappeler que vous faites partie des rares personnalités, entre guillemets, qu'ils soient dans le monde médiatique, dans le monde scientifique, c'est-à-dire historien, etc., qui n'a pas de lien direct, enfin qui n'a pas de lien avec la guerre de libération nationale. C'est vraiment une histoire que vous avez découverte de façon intellectuellement journalistique. Genre. Oui, complètement. Et je ne suis pas historienne. Et c'était un gros handicap pour moi. Alors, les historiens, quelle part ils ont eu dans cette approche-là? C'est ça. Je dirais une part complémentaire. Les historiens travaillent surtout sur les archives et les journalistes, ils travaillent sur les témoignages oraux. Donc de temps en temps, je sentais un petit agacement ou un petit doute en se disant mais les témoignages oraux, est-ce que ça a la même valeur? Mais je crois que les Français sont partis avec les archives en 1962 et qu'il ne reste pas grand-chose en Algérie, sauf les témoignages oraux. Et il n'y a pas longtemps, un historien comme Daoud Gerbal me disait mais les témoignages oraux, moi je les scrute, je les examine et je les recueille avec le même souci, le même soin que si c'était des archives. Donc on peut en faire quelque chose. Je pense que les deux jobs de journaliste et historien se complètent merveilleusement. Je consulte beaucoup d'historiens au fur et à mesure de mes années de travail, de mes mois et de mes années de travail, en particulier Pierre Vidal-Naquet. Parce que c'était pour moi, pas le seul historien bien entendu, mais un historien de référence sur la torture. Voilà. Mais j'ai tout découvert au fur et à mesure, si vous voulez.
à partir de la question, à partir de l'histoire de Louisette, avec, je vous le répète, 15 ans plus tôt, déjà une petite alerte en me disant mais tiens, mais je connais pas tout ça, c'est pas normal. Et dans ma famille, plusieurs de mes oncles avaient fait la guerre d'Algérie mais n'en parlaient jamais. Donc c'était une omerta qui était profonde. Et certains parlent d'un pacte de silence en réalité, mais Non, c'est pas vraiment un pacte de silence, c'est une grande souffrance de la part de ces anciens appelés, rappelés militaires en Algérie. Et aujourd'hui encore, de la part des Français, je crois qu'il y a une part à la fois de souffrance due à la honte, tellement on a du mal à imaginer ce qui s'est passé, ce qu'on a pu faire en Algérie, et pas simplement pendant la guerre d'indépendance, mais pendant la guerre de conquête. Et là, avec l'affaire Jean-Michel Apathy qui a mis les pieds dans le plat, les Français s'en prennent 2 fois plus en pleine figure parce que ils sont obligés de découvrir ou de redécouvrir ce qu'en fait ne savaient déjà que les spécialistes, c'est-à-dire les actes de barbarie ont commencé dès 1830. Et ça, je l'ai écrit dans tous mes articles du Monde parce que je l'apprenais au fur et à mesure. Donc à l'époque, dans les années 2000, je l'ai écrit aussi dans mon livre. Les barbaries de l'époque 1830 étaient malheureusement courantes et dans les PC de gendarmerie et les commissariats, la torture était déjà une pratique habituelle comme méthode d'interrogatoire, surtout sur les hommes. le chapitre que vous avez consacré à ces militaires français, non pas à les appeler, puisque vous leur avez également consacré un chapitre, mais pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, vous avez été confronté, vous êtes parti en punition, interviewer Massu et Bijard. Vous en êtes sorti indemne, j'ai envie de vous dire. Tout à fait, parce que là, on prend un recul. C'est plus dur de sortir indemne des témoignages qu'on recueille sur des victimes, comme en Algérie, où là, il m'arrivait de pleurer en même temps que j'entendais le récit de Louisette. Tandis que les généraux, non, là, vraiment, je faisais mon travail, j'avais du recul. On parlera peut-être tout à l'heure de mes rencontres avec Ossarès, où là, le rapport était très, très difficile, parce qu'il fallait toujours, il fallait à la fois recueillir ses aveux, et en même temps ne pas abuser d'un vieil homme et ne pas se montrer complice. Donc c'était un exercice très difficile. Mais pour Massu, Massu, je l'ai interviewé 2 fois. La deuxième fois, écoutez, la première fois, il avait déjà 92 ans et je pense que c'était un homme rendu fragile par l'âge, par la mort de sa fille unique, qui était décédée d'un cancer relativement peu de temps avant, ce qui l'avait beaucoup marqué, et le fait que c'était un chrétien. Et dans cette interview où il valide l'histoire de Louisette en disant Richaud a bien existé, votre ami, il m'a dit votre ami, alors c'était pas une amie, c'était une connaissance de travail à l'époque. Il m'a dit votre ami a raison, il a existé et tout ça. Le plus important, c'est pas simplement qu'il ait conforté mon récit, plutôt le récit de Louisette, et dit qui était Richaud, c'est qu'il a exprimé pour la première fois, non seulement reconnu l'usage de la torture, mais exprimé des regrets. Et il a eu cette phrase extraordinaire, quand je repense à l'Algérie, cela me désole, nous aurions dû agir différemment. Et ça, c'était un tournant phénoménal. Et Pierre Vidal-Naquet, quelques jours plus tard, m'a accueilli avec les larmes aux yeux et m'a embrassé. C'était la première fois qu'il me rencontrait, en me disant « Je n'aurais jamais imaginé vivre ça de mon vivant, même si j'en ai toujours rêvé. » Le grand tournant, c'est les regrets de Massu. les regrets de Massu n'ont pas forcément dissuadé ou convaincu d'autres. Non, les autres ont été difficiles à... Et même les autres généraux en ont dans l'ensemble beaucoup voulu plutôt voulu à Massu. Je l'ai su ensuite par sa femme qui m'a dit j'aurais préféré qu'il ne vous ait jamais rencontré. C'est dur, non? Non, c'est pas grave, c'est professionnel. Je me suis dit, je la comprends un peu, mais moi, dans mon travail, je suis bien contente de l'avoir rencontré, parce que je l'ai rencontré une deuxième fois dans la même année 2000, en novembre, où là, il est revenu sur ses regrets en les maintenant. Donc, c'était fort, c'était intéressant. Mais non, celui qui m'a aidé finalement à aller plus loin, c'est Edoui Plenel. Il était directeur de la rédaction et de l'information. Et il m'a dit, il va falloir que tu ailles plus loin maintenant, que tu ne lâches pas prise. Donc maintenant, il m'encourageait. Hein.
mais peut-être pas avec des témoins, parce que des témoins, malheureusement, de la guerre d'Algérie, tu en trouveras beaucoup, mais que tu fasses parler des acteurs. Et c'est là que, après avoir lu une petite interview dans le journal du dimanche d'un type qui me paraissait très cynique, qui s'appelait Paul Ossarès, et qui disait que l'histoire de Louisette, tout ça lui paraissait un peu invraisemblable et tout. Entre les lignes, je me suis dit, mais finalement, celui-là, il a des choses à dire. Donc j'ai pris contact avec lui via le journal du dimanche, et Ossarès m'a rappelé, au moment où je pensais que c'était perdu, qu'il ne le ferait pas, il m'a rappelé 3 semaines plus tard. À partir de là, il est venu au Monde. À l'époque, le Monde était rue Claude Bernard, à Paris. Et il est venu prendre en moyenne 2 petits déjeuners avec moi par semaine pendant presque 2 mois. C'était une distraction pour lui, il s'ennuyait. Donc je l'ai fait parler, et c'était un peu, c'est affreux à dire, hein, mais c'est un peu comme les contes des mille et une nuits. Il savait que s'il avait des choses intéressantes à me dire, on se refixait un rendez-vous pour le petit déjeuner et il pouvait revenir. Très Donc ça cynique le, comme jeu. bah, un petit peu, mais moi j'étais dans mon rôle et puis lui était dans le sien. Là, j'avais pas trop de scrupules à avoir. Mais je vous dis, j'ai toujours fait attention à ne pas abuser de cet homme, de sa fragilité, de son âge, mais il avait quand même toute sa tête, toute sa mémoire, et de ce point de vue-là, je n'abusais pas. Alors que dans les années qui ont suivi, les années 2010, 2012, 2013, tout cela, il y a, jusqu'à sa mort, d'autres ont pris la relève et ont voulu le faire parler, et là, je trouve qu'il s'était enfermé dans son rôle de vieillard sénile et monstrueux, et là, je trouve qu'il était plus sûr. Moi-même, je le revoyais régulièrement, mais jamais je ne faisais d'interview de lui, parce que je trouvais qu'il était plus sûr. Sur l'affaire Audin, par exemple, quand il a revendiqué, ou on lui a fait revendiquer que c'était peut-être lui qui avait exécuté ou donné l'ordre De Maurice Audin. pour Maurice Audin, même Josette Audin a toujours été d'accord avec moi, non, c'est faux. Et je pense que là, c'était une façon de faire parler de lui, et qui tenait un peu à son âge, à sa notoriété, et il y a eu un tournant à peu près vers je dirais 2005-2006, assez vite, il a fallu se méfier un peu de ce que disait Ossarès, c'était beaucoup moins sûr. Mais alors, il y a Ossarès, il y a Massu, Bijard, Smith, etc. En fait, je veux dire, il y a quand même une liste. Tous n'ont pas voulu me rencontrer. Tous n'ont pas voulu vous rencontrer. Tous vous ont, d'une façon ou d'une autre, euh, attaqué. Oui, via Louisette, Via... pour ce qui est du général Schmitt. Est-ce que vous pensez que le fait est que ces gens aient pu mener une carrière aussi importante après la guerre après l'indépendance de l'Algérie a contribué à ce que cette espèce de chape de plomb, à cette espèce de déni soit maintenu avec autant de presque ténacité? Je ne poserai pas vraiment la question comme ça, parce que c'est pas parce qu'ils ont fait carrière que la chape de plomb a continué. C'est parce qu'il y a eu des lois d'amnistie, presque de l'auto-amnistie côté français, que ça a imposé l'amnésie, et qu'ils ont pu faire carrière. C'est tout. C'est aussi clair que ça. Néanmoins, il y a eu plusieurs tentatives, même dans les années 2000, il y a eu quand même quelques tentatives de rouvrir ce dossier-là. Dans les années 2000, ça a été strictement, je dirais, le journal Le Monde et le journal L'Humanité qui ont avancé dans ce domaine. Tandis que dans les années 80-90, Libération, Le Canard enchaîné, Michel Rocard, Pierre Vidal-Naquet se sont avancés, osé dire que Jean-Marie Le Pen, député européen à l'époque, et fondateur du Front National, avait pratiqué la torture. Ils ont été poursuivis et tous condamnés. Alors, le tournant des années 2000, si vous voulez, avait déjà été préparé peut-être par le fait qu'en 1999, l'Assemblée nationale française avait admis que les événements d'Algérie étaient bien une guerre, la guerre d'Algérie. Donc ça avait préparé le terrain. Mais je pense que de toute façon, il y a eu un tournant, comment vous dire, parce que c'était Le Monde aussi, vous savez, le journal Le Monde. Oui, avec une grande reconnaissance. Je pense que j'aurais été dans un autre journal qui n'aurait pas eu cette force d'entraînement, je ne crois pas, malgré le fait que 1999, le Parlement français, guerre d'Algérie, tout ça avait préparé le terrain, je ne crois pas que ça aurait eu un tel impact.
l'impact, c'est vraiment, je le dois vraiment au monde et je en garde une reconnaissance immense. Les témoignages, qu'ils soient des bourreaux ou des victimes, euh, on sent que vous les avez arrachés. Alors, peut-être que les victimes en Algérie ont parlé peut-être plus facilement parce que les victimes avaient besoin de parler, bien que sur des questions comme celle, l'usage des viols comme arme de guerre, c'est un autre chapitre et un autre combat qui n'est pas fini par ailleurs. Et les témoins n'en parlent pas volontiers, jamais. Donc, comment on arrive à arracher, entre guillemets, la confiance des victimes et des bourreaux? Comment vous êtes arrivé à être à équidistance, j'ai envie de vous dire? C'est le privilège de la presse écrite, c'est que vous n'avez pas de micro et vous n'avez pas de caméra. Et si vous prenez du temps et que vous êtes sincère, je pense que ça se sent et que la confiance peut s'installer. Et avec des gens, avec la plupart avec tout le monde, les gens savaient, qu'ils soient les bourreaux ou qu'ils soient les victimes, qu'ils pouvaient revenir en arrière et me dire, finalement, ce que je vous ai dit, je ne veux pas que vous le publiiez. Comme ça, les gens étaient, si vous voulez, au Sarès, c'était le cas. Ils savaient qu'ils pouvaient me parler et ce qu'ils me disaient, même par exemple Massu m'a dit des choses en off, au Sarès aussi, que je n'ai pas écrites. Et ils savaient qu'ils pouvaient revenir en arrière s'ils voulaient à les dernières secondes. Finalement, je ne forçais personne. Je crois que c'est en laissant la plus grande liberté que vous inspirez la meilleure confiance. Et c'est comme ça que j'avais pu les faire parler. C'est pas un exploit, je suis pas la seule quand même, vous savez. Non, enfin, c'est pas un exploit, vous n'êtes pas la seule, peut-être vous n'êtes pas la seule, vous êtes quand même la première à avoir gagné contre Le Pen, puisque des procès intenses, je me demande même si vous n'êtes pas l'unique à ce jour. Oui et non, parce que dans les années 2000, justement avec ce changement, ce retour de mémoire, Vidal-Naquet et Michel Rocard ont finalement gagné contre Le Pen qui les poursuivait, mais eux n'avaient fait que prononcer le mot de tortionnaire. Donc si vous voulez, d'avoir dénoncé et démontré que Jean-Marie Le Pen avait été un tortionnaire en 1957 à Alger, en effet, je ne crois pas qu'il y a beaucoup de journalistes qui aient pu le faire. Il fallait aussi que mon journal accepte de publier ces témoignages, Prennent le risque, entre guillemets. prenne le risque, et on savait très bien qu'on allait avoir un procès. Donc c'était courageux de la part du monde. Juste pour nos téléspectateurs, parce qu'on n'est pas toujours conscient de ce que ça représente. Le fait est que Jean-Marie Le Pen intente un procès au monde, le risque qu'il le gagne, quel impact ça aurait eu? Ah, ça aurait été un désaveu terrible. Et puis je pense surtout aux victimes algériennes, si vous voulez. C'est pour elles que j'en aurais été effondrée. Mon journal, ça lui aurait coûté cher, il n'y a pas de doute. Ça aurait été un peu la honte pour moi, mais ça aurait été une deuxième, comment vous dire, une deuxième torture infligée aux victimes algériennes. Ce déni-là. C'est surtout ça pour moi qui comptait. Et alors, ce procès, vous l'avez gagné grâce... C'est plutôt Le Pen qui l'a perdu. Oui, pardon. Comme ça. Il a Jean-Marie été débouté. Exactement. Même en appel. Et jusqu'en cassation. Il est allé jusqu'en cassation. Alors, vous avez participé à quelques débats publics très passionnants. Et moi, je vous ai écouté raconter l'histoire de ce procès et l'histoire d'un poignard. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? Écoutez, en l'an 2000, quand j'ai commencé à travailler en Algérie pour Le Monde, ça n'était pas du tout sur la guerre d'indépendance Algérie, c'était sur l'Algérie du jour dont je devais rendre compte comment elle se remettait de la décennie noire, comment les gens se battaient pour survivre avec le manque d'eau, les coupures d'électricité, le manque de tout, et puis les traumatismes. Donc, mon travail sur la guerre d'indépendance, il a eu lieu parce que à chaque fois on me parlait toujours de la guerre, et je savais jamais si on me parlait de la première ou de la deuxième guerre. Et curieusement, c'était toujours de la première guerre, de la guerre d'indépendance. Dès 2000, en recueillant le témoignage de Louisette, je ne travaillais que sur l'Algérie du jour et pas sur l'Algérie d'hier. Mais me revenaient tout le temps des noms dans les conversations avec la population que je rencontrais, que je faisais parler, et il y avait des noms qui revenaient régulièrement. Il y avait Le Pen, il y avait le général Maurice Schmitt, qui avait été le chef d'état-major des armées françaises, il y avait un certain Fleutiot, il y avait Charbonnier, il y avait des noms comme ça qui revenaient tout le temps. Et puis Le Pen, on me parlait aussi d'un poignard, d'un enfant qui avait retrouvé un poignard
Ça, c'était en 2000. Et en rentrant à Paris, je me souviens très bien avoir écrit un mot à Plenel par la messagerie interne du journal en lui disant, tu sais, j'entends parler tout le temps des faits d'armes, entre guillemets, de Jean-Marie Le Pen et d'autres personnalités françaises en Algérie. Est-ce que tu veux que j'enquête là-dessus? Et Plenel, comme à son habitude, m'avait pas répondu. Et j'avoue que ça m'avait soulagée, parce que j'avais pas tellement envie de me lancer là-dedans. J'avais déjà assez à faire avec l'Algérie du jour. Et puis, 2 ans plus tard, en 2002, Jean-Marie Le Pen arrive en tête, arrive au second tour des élections présidentielles. Je ne sais pas si vous vous Oui, souvenez. oui, tout à fait. Hein, Quand c'était ça, avec, pas en séisme tête, c'était politique. Chirac et lui. Ils étaient Et les... Lionel Jospin, le candidat socialiste, a Il été n'a pas sorti contre toute attente. Et là, Plenel nous a convoqués, les journalistes de politique intérieure et de politique étrangère, en nous disant tous les angles sont bienvenus. Je voudrais qu'on puisse faire le tour de la question Le Pen sous tous les angles possibles. Et je lui ai rappelé, je lui ai dit, mais tu sais, il y a 2 ans, je t'ai dit que moi j'avais déjà rencontré des gens qui avaient été torturés par Le Pen, qui avaient une histoire de poignard. Est-ce que tu veux que je reparte là-bas et que là je travaille dessus? Et il m'a dit, oui, là maintenant, on le doit à nos lecteurs. Puisque Le Pen prétend entrer à l'Élysée, on le doit à nos lecteurs. Donc allons-y, malgré les risques de procès, allons-y. Donc je suis repartie sur place et là, j'ai demandé à Louisette Hirilaris si elle pouvait m'aider à retrouver cette histoire d'enfant au poignard. Et en 2 jours, je l'ai retrouvé. C'était Mohamed Boulet, qui avait 12 ans au moment où il avait trouvé le poignard de Le Pen chez lui, après une nuit d'horreur pendant laquelle son père avait été à la fois torturé puis assassiné. Donc Mohamed Boulet, à ce moment-là, avait 58 ans, n'était pas du tout preneur de raconter son histoire. Euh, j'ai découvert à cette occasion qu'il avait raconté une fois à Libération, au journal Libération, ce qui fait que je me suis dit, oh ben alors là, je laisse tomber, je ne vais pas repartir sur les traces d'un confrère, je laisse tomber. Et puis, Mohamed Boulet m'a sorti une petite phrase qui m'a tellement touchée, j'ai trouvé ça tellement choquant que je me suis dit que je ne pouvais pas laisser passer ça. Il m'a raconté qu'au procès que Le Pen avait fait à Libération, pour ses premiers témoignages, euh, Le Pen, en le voyant dans la salle d'audience, avait murmuré à voix mi-haute, celui-là, j'aurais bien fait de le buter en même temps que son père cette fameuse nuit. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, on ne peut pas laisser faire une pareille injustice. Je vais reprendre cette enquête. Je n'ai jamais lu les articles de Lionel Duroy jusqu'à après mes procès. J'ai fait attention à ne pas les lire, puisque je ne savais pas que Duroy avait déjà enquêté. Vous voyez, Lionel Duroy, c'était journaliste de Libé. De Libération qui a écrit les premiers articles en question que vous... Mais il s'est passé quoi après? Vous êtes... Cette histoire de poignard? Alors, cette histoire de poignard, en 2002, je demande à Louisette de me mettre en rapport avec celui qu'on appelait l'enfant au poignard. Elle m'introduit auprès de lui. Lui, très réticent, me dit mon histoire, j'ai déjà raconté une fois, il y a 20 ans. On a été condamné. Le Pen a fait croire que j'avais monnayé mon histoire, ce qui m'a scandalisée. Je ne veux plus en entendre parler. Et puis on s'est rencontrés une deuxième fois, et là, il a changé d'avis en me disant un homme qui a les mains pleines de sang prétend entrer à l'Élysée, c'est mon devoir de témoigner. Donc là, il a accepté. Donc j'ai recommencé toute mon enquête. Il n'y avait pas que l'histoire de Mohamed Moulet et de l'enfant au poignard. J'avais 4 ou 5 autres témoins qui n'étaient pas les mêmes que Libé. Donc c'était une affaire qui n'avait rien à voir avec celle de Libération. Le point commun, c'était quand même toujours Jean-Marie Le Pen, tortionnaire dans la Casbah et la torture à domicile. Mais en fait, si cette histoire de poignard, elle prend plus de place, c'est parce qu'elle a permis, devant les juges en France, de conforter votre récit. Eh ben, je vais vous étonner, mais je pense que non. D'ailleurs, Plenel, je me fais l'avocat du diable à dire ça, Plenel était moyennement convaincu par l'histoire du poignard. Et Jean-Marie Le Pen a fait une chose curieuse dans ses motifs de poursuite. Il poursuivait Le Monde pour les écrits que j'avais faits, parce que j'ai fait 2 salves, une avant les présidentielles, une avant les législatives, donc 2 fois double page. Mais il ne parlait pas une seule seconde du poignard, comme s'il ne voulait pas attirer l'attention. Donc, moi je pense que le poignard,
il aurait pu très bien dire, mais c'est une machination des Algériens. Il l'a C'est dit pas à d'ailleurs, moi. c'est pas à moi, etc. Il l'a pas dit. Il l'a dit ensuite, après le procès et tout ça, dans d'autres films, en disant que c'était une machinerie et une machination et tout, mais au moment du procès, il l'a pas dit. C'était silence sur le poignard. Il n'était pas fier de ça. Je pense que de toute façon, avec ou sans le poignard, l'époque avait changé. Mon enquête, je pense, était suffisamment béton et mes témoins suffisamment courageux pour que je puisse l'emporter. Et puis le contexte, c'est que là, on avait le droit, on se donnait le droit, le journal Le Monde, de passer outre les lois d'amnistie, puisque Jean-Marie Le Pen, un tortionnaire et un assassin, prétendait entrer à l'Élysée. Donc le Monde estimait qu'on était notre devoir était d'en informer nos lecteurs. Puisqu'on en parle avec nos téléspectateurs, peut-être ceux qui n'ont pas lu le livre, Le Poignard, et que Jean-Marie Le Pen avait laissé tomber le moment où il torturait sa victime, exactement, sa victime dans sa maison devant ses enfants, et il a été gardé dans cette famille. Jean-Marie Le Pen, après une nuit d'horreur, est parti avec son unité, je sais pas si avec tous ses paras, je crois qu'ils étaient une bonne dizaine. Et le lendemain matin à l'aube, l'aîné de la famille Moulet, ils étaient 6 enfants, ils avaient donc assisté au supplice à l'eau, à l'électricité de leur père, avec leur mère qui s'appelait Rania, et qui portait dans ses bras sa dernière née, Nassima, qui avait 5 mois et qu'elle nourrissait encore au sein. Tous avaient assisté au supplice du papa, qui s'est terminé par une rafale de mitraillettes pour faire croire, comme c'était la coutume, Oui, que c'est qu'il voulait s'échapper. il s'était échappé, sauf que la rafale de mitraillettes était en pleine face. Donc échapper, Difficile de c'était un peu s'échapper à... difficile, Ouais. des traces de torture partout et les commissures de lèvres tailladées. Et dans cette fameuse nuit, le matin à l'aube, Mohamed Moulet, l'aîné qui avait donc 12 ans, se lève, va dans le couloir et tombe sur un objet totalement inattendu, un, un couteau, un poignard accroché à un ceinturon. Et il m'a toujours raconté qu'il n'a pas su pourquoi. Il l'a regardé et il s'est dit qu'il fallait le cacher. Il l'a caché dans le compteur électrique de la maison. Il n'a rien dit. Le lendemain matin et le surlendemain, Le Pen et ses hommes sont revenus et ont mis la maison à sac. La maman Rania ne comprenait pas ce qui se passait parce que le fils n'avait rien dit, le fils aîné. Lui seul savait ce qu'il cherchait. Elle ne comprenait pas. Et ils n'ont rien trouvé, ils sont repartis absolument furieux. Alors, ce poignard, quelques années plus tard, avec Il est resté chez la famille. dans la famille Moulet, dans leur buffet pendant 40 ans. Et vous avez réussi à le sortir d'Algérie pour le ramener au tribunal ici en France Dans des conditions dans des rocambolesques. conditions exactement que je vous invite à découvrir dans le livre. Aujourd'hui, entre guillemets, cette anecdote, aussi sordide qu'elle puisse être, fait partie finalement d'un récit global qui a encore du mal à se faire admettre en France, c'est-à-dire que la torture, la violence, les viols ont été Les disparus, les disparus. les exécutions sommaires, les corvées de bois. Tout ça dénote d'une forme d'institutionnalisation de ces C'était un méthodes. système. On est d'accord que C'était un système. Et vous pénétrez dans ce système à travers des témoignages de tout ce que vous avez entendu. Qu'est-ce qui vous a eu le plus marqué ? Ce qui m'a le plus marqué, je crois, c'est l'absence totale de rancune des Algériens. Il n'y avait pas de rancœur. Ils disaient que c'était la guerre. Mais ils auraient aimé qu'on reconnaisse ce qui avait été et non pas qu'on reste dans le déni. Et je pense que ce qui leur était insupportable, c'était il y avait 2 traumatismes, si vous voulez. C'était les viols, sur lesquels les hommes ne voulaient pas parler. Alors que le viol par sodomie avec une bouteille était une pratique très fréquente depuis 1830. Et puis les disparus. Les disparus, ça ne permet pas aux familles de faire leur deuil, et ça reste une épreuve qui se transmet de génération en génération. Dans les 2 cas, ces 2 traumatismes-là, c'est ce qui m'a le plus marqué. La question des viols des femmes est une question qui paraît prendre un espace important, même dans ce... Vous avez avec un sac et peut-être 3 chapitres, je pense. Non, mais j'y suis revenue longuement. Oui, parce que c'est vraiment l'angle mort des historiens. Et je me disais, c'est pas possible de laisser ça sans suite, sans qu'on le connaisse en France, en croyant qu'il y a eu, comme dans toute guerre, comme on me disait, il y a des dérapages. Mais là, c'était pas des dérapages.
quand les unités débarquaient dans les Mechta, elles violaient. Pas toutes, c'est ça qui est important, et c'est ça qui est très difficile à expliquer. Et c'est ce qui fait qu'en France, on a tellement de mal à comprendre mon travail et on m'accuse de soulever la boue. Tous les militaires français n'ont pas torturé. Tous les militaires français n'ont pas violé. C'est même qu'une minorité. Mais il suffit d'une minorité pour qu'une majorité de personnes interrogées puissent être soit torturées, soit violées. Gisèle Halimi, par exemple, l'avocate célèbre, elle me disait que 9 femmes sur 10, quand elles étaient interrogées, étaient violées. Mais vous voyez, dans le nombre, évidemment que tous les hommes ne violaient pas. Mais c'est ce qui est le plus dur en France à entendre. C'est qu'ils ont l'impression, quand je rapporte des histoires comme ça, que ce soit dans Le Monde ou que ce soit dans mon livre, que je les accuse tous d'avoir torturé ou violé. Alors que je n'ai jamais cessé, en écoutant les anciens militaires, les appeler, les rappeler, parce que je leur ai consacré un long chapitre sur le traumatisme qu'ils ont vécu eux-mêmes à 18 ou 20 ans. Je n'ai jamais cessé de me demander qu'est-ce que j'aurais fait à leur âge dans cette situation de solitude, loin de chez moi, jeune, avec l'ennui, la peur de l'ennemi, la peur énorme, l'alcool. Est-ce que j'aurais eu le courage de résister? Je ne vous dis pas que j'aurais été tortionnaire, mais j'aurais pu faire comme beaucoup d'entre eux, c'est-à-dire me taire et ne pas oser m'élever contre ces pratiques. Et ça a été le drame de tous les anciens jeunes appelés en Algérie. C'est non pas qu'ils avaient torturé eux-mêmes, mais c'est qu'ils en avaient entendu parler ou qu'ils avaient vu et qu'ils n'avaient pas pu s'élever contre ça. C'était leur drame. Et quand vous voyez bien les statistiques, tout cela, les anciens militaires d'Algérie, les appelés, sont tous... il y en a à peu près 1 sur 4 qui est rentré avec un stress post-traumatique. Et les taux de suicide, d'alcoolémie, de divorce sont beaucoup plus élevés chez les anciens d'Algérie, chez les anciens militaires, que dans la population française. Et l'espérance de vie infiniment plus courte. C'est vous dire, même si ça paraît étonnant que je vous dise ça parce que les vraies victimes, c'était pas eux, ils ont été eux-mêmes victimes de ce système. C'est ça ce que je veux dire. Mais c'est très compliqué à expliquer. Ce qui est reproché aujourd'hui, ce qui d'ailleurs est au cœur des débats, c'est l'institutionnalisation de ces méthodes. C'est que est-ce que ça, vous l'avez perçu vous-même en menant vos enquêtes? Je l'ai perçu au fur et à mesure et en me faisant aider par des historiens. Mais c'est Massu qui m'a dit carrément, ça a été institutionnalisé. Je n'ai jamais compris, par exemple, les dopes, comment on avait pu supporter ça. Et m'avait-il dit, j'en voulais aux politiques qui venaient et qui nous disaient « Allez-y les petits gars, continuez », ce qui poussait des Graziani à commettre les pires atrocités. Il y a eu des gestes de fraternité, malgré ça, si vous voulez. Il y a eu Louisette avec le commandant Richaud, bien sûr, mais je me souviens d'une amie, d'une de mes témoins, qui est devenue une amie, qui s'appelait Zor Zerari, qui était journaliste. Et Zor, elle a été sauvée d'un viol à l'école Saroui par un certain, par un sergent qui s'appelait Garnier, et qui s'est battu avec un soudard qui avait promis de violer Zor Zerari le soir, alors qu'elle attendait nue sa séance de torture. Donc si vous voulez, ces gestes de fraternité, ils n'ont jamais été oubliés en Algérie, et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'en France, l'histoire de Louisette a été relativement bien acceptée. Elle a fait tant de bruit en juin 2000, c'est que c'était pas quelqu'un simplement qui accusait, qui dénonçait, c'était quelqu'un qui remerciait son sauveur. C'était en ça que l'histoire était belle et qu'elle était acceptable. Mais alors aujourd'hui, dans un contexte où depuis 5 ans à peu près, on parle d'un travail de mémoire, on crée des commissions mixtes présidées par Stora, notamment du côté français. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour guérir ces plaies C'est aux Algériens qu'il faut le demander. J'ai l'impression que non. J'ai l'impression que c'est trop lent et que la crise actuelle entre Paris et Alger a du bon, c'est qu'elle met sur le tapis toute la colonisation et le colonialisme, et pas simplement ce sur quoi moi j'ai travaillé dans les années 2000, c'est-à-dire la guerre d'indépendance. Donc c'est un nouveau choc en France, c'est d'avoir à entendre et à comprendre et à admettre
qu'il n'y a pas eu que des bavures, que le système avait commencé en 1830 et qu'il faudrait peut-être qu'un jour on présente nos excuses. Je pense que si vous voulez, il y a 20 ans, en l'an 2000, les Algériens, mais témoins algériens, ceux qui avaient vraiment le plus souffert, c'est-à-dire qui avaient subi pas simplement des tortures, mais qui avaient subi des humiliations. C'est les humiliations qu'on n'oublie pas. Ils ne voulaient qu'une chose, c'était une reconnaissance de la part de la France de ce qu'elle avait fait. Il n'était pas question à l'époque ni d'excuses, ni d'indemnisation financière. J'ai jamais vu aucun Algérien me parler de ça. Et il était encore moins question d'une repentance comme l'a inventé la droite et l'extrême droite. Oui, c'est une invention. Sous Sarkozy pour en faire un épouvantail. Le mot repentance a une signification insupportable parce que c'est comme une flagellation, ça a une connotation religieuse. Et c'est fait à dessein pour empêcher les Français de pouvoir reconnaître, puisqu'on leur demande soi-disant une repentance que les Algériens n'ont jamais demandé. Je pense qu'aujourd'hui, pour reprendre ce que je vous disais, en 2000, ils demandaient la reconnaissance et je pense qu'aujourd'hui, ils auraient besoin d'excuses. Et je ne suis pas sûre que la politique des petits pas initiée par Emmanuel Macron soit suffisante aujourd'hui. Au fur et à mesure que les non-dits s'accumulent et les rancœurs aussi, la demande devient plus importante. Je pense qu'il faudra des excuses un jour que la France ne pourra pas y couper. Je le pense. Mais il y a quand même quelque chose qui interroge, qui interpelle. C'est-à-dire, nous sommes 60 ans plus tard. Certes, la société française est une société, j'allais dire, bon, vieillissante de par son évolution démographique. Et on constate que la question algérienne cristallise. Vous avez tout à fait raison de le souligner, car la repentance, c'était sous Sarkozy, qui en a fait un étendard dans sa quête de l'UMP à l'époque. Néanmoins, il n'y avait pas une oreille qui acceptait ce discours, qui attendait ce discours ne fonctionnerait pas. Je pense qu'il y a un élément, si vous voulez, de base qu'on oublie trop souvent, c'est qu'il y a à peu près 9 à 10 millions de Français aujourd'hui, ou de personnes habitant en France, qui ont l'Algérie au cœur. Lui, Stora, de qui vient cette expression, lui disait 5 ou 6 millions en l'an 2000. Maintenant, moi, je dis 9 à 10 millions. Donc, si vous voulez, c'est énorme. Et c'est pas simplement que c'est vendeur, c'est que c'est un sujet qui reste très, très épidermique parce que tout le monde se sent concerné. Et tout le monde est encore, finalement, même moi, malade de la guerre d'Algérie. Parce que les choses n'ont pas été dites. Et je crois que, si vous voulez, il y a une phrase de Mohamed Garn, cet homme qui est né d'un viol collectif de sa mère, jeune Algérienne de 14 ans, à Téniat Eldad, ah oui. Qui vous a interpellé dans un de vos... à la fête de l'humanité. De l'humanité, exactement. Et que j'ai interviewé longuement. Mohamed Garn est né, c'est un des cas les plus bouleversants que j'ai rencontrés. Lui, il est né d'un viol collectif de sa mère, adolescente algérienne, par des soudards français, militaires français, pendant 1 an. Et Mohamed a tout fait pour à la fois se faire reconnaître comme victime de la guerre en France. On lui disait, au ministère de la Défense, on lui disait « Vous n'êtes pas une victime de la guerre, vous en êtes le fruit ». Mais le monde l'a suivi jusqu'au bout, il a fini par être reconnu quand même, avoir un semblant de dédommagement. Il réclamait pas l'argent, il réclamait la reconnaissance. Et je me souviens d'une phrase de lui que j'ai jamais pu oublier tellement elle est bouleversante et elle dit tout, et je pense qu'elle est valable pour toutes les victimes algériennes. Il dit je rêve de prendre mon histoire entre mes mains et de l'offrir à la France et à l'Algérie. Et je rêve d'entendre à ce moment-là quelqu'un qui me dise pardonne-nous pour ce qu'ont fait nos prédécesseurs. Et à ce moment-là, j'enterrerai mon histoire et je ferai mon deuil de tout ce qui s'est passé. Et je crois que c'est vrai. Quelqu'un comme Louisette va mieux parce que son histoire a été dite. Ça a été très dur pour elle dans un premier temps. Mais maintenant, elle me dit « je suis apaisée ». Et elle m'a même dit la dernière fois que j'ai eu au téléphone, je considère même que j'ai emporté une victoire. Et je me dis, ça en France, on le comprend mal, que la cicatrisation se ferait avec une reconnaissance des faits. Et moi, je vous le dis maintenant, je pense aussi des excuses. Là, vous vous adressez à un public algérien, si vous avez une tribune
en Algérie que vous vouliez d'ailleurs visiter. J'ouvre une parenthèse parce que vous vouliez écrire une suite à ce livre, c'est ce que me disait Laurentelle. Malheureusement, vous n'avez pas pu y aller à cette... J'ai pas eu mon visa. Vous n'avez pas eu votre visa et donc vous n'avez pas pu y aller à 2 ans Un livre que j'avais signé avec un éditeur pour faire la C'était la suite de suite de... l'Algérie, une guerre sans gloire. Peut-on guérir de la guerre d'Algérie? Peut-être que ça va être réalisé. On verra. Et donc, si vous aviez une tribune, si vous animiez un débat, parce que moi, je vois la réaction des gens qui viennent en tout cas, ceux auxquels moi j'ai assisté, les gens sont très passionnés, trop parfois. On voit que l'auditoire est touché profondément, qu'il soit jeune ou moins jeune, par ce que vous racontez. Si ce public était algérien et s'il était en face de vous, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Que la France continue de les aimer, en dépit des apparences, en dépit des querelles politiciennes et qu'ils ne s'en fassent pas. Il y a toujours des justes et des amis pour les Algériens ici en France. Vraiment, je le pense. Je le pense. Il y avait les porteurs de valises autrefois, comme on disait. Et il y a toujours la même fraternité, je pense, même si elle a du mal en ce moment à se frayer une voie dans le contexte qui est celui d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Florent. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite une très bonne fin de soirée sur Canal Algérie et à très bientôt.